Êtes-vous quelqu'un qui lutte contre l'auto-sabotage? Vous retrouvez-vous souvent à vous mettre des bâtons dans les roues, entravant votre propre réussite? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Dans le message d'aujourd'hui, nous discuterons des façons courantes dont nous sabordons notre propre succès et, plus important encore, comment y mettre un terme. L'auto-sabotage est un problème courant qui affecte de nombreuses personnes. Et cela peut être un obstacle majeur pour atteindre nos objectifs et nos rêves. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un état permanent. En écoutant ce message, vous apprendrez comment inverser la tendance et commencer à ouvrir la voie vers votre propre succès. Alors, si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos actions et à vous libérer de l'auto-sabotage, restez à l'écoute car dans quelques instants, je partagerai avec vous 5 moyens puissants d'arrêter de saboter votre propre succès. Plongeons-nous et commençons à créer la vie que vous méritez vraiment, en commençant par le numéro 5, qui est d'arrêter de saboter votre propre succès en pratiquant l'auto-soin et la compassion envers vous-même. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment l'auto-soin et la compassion envers soi-même peuvent-ils nous aider à réussir? Eh bien, laissez-moi vous dire, mes amis, ils sont la fondation sur laquelle tout autre succès est construit. Le succès ne concerne pas seulement les réalisations externes, il concerne également notre bien-être interne, et l'auto-soin et la compassion envers soi-même sont les outils qui nous aident à maintenir ce bien-être. Alors, qu'est-ce que l'auto-soin exactement? L'auto-soin est la pratique de prendre soin de nos besoins physiques, émotionnels et mentaux. Il s'agit de prendre du temps pour nous-mêmes, de donner la priorité à notre santé et à notre bonheur, et de fixer des limites pour protéger notre bien-être. Ce n'est pas égoïste, comme certains pourraient le croire, mais c'est nécessaire pour notre croissance personnelle et notre succès. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment bombardés de responsabilités, de délais et d'attentes. Nous sommes toujours en mouvement, essayant de suivre les exigences de nos emplois, de nos familles et de nos vies sociales. Et au milieu de tout ce chaos, nous oublions souvent de prendre soin de nous-mêmes. Nous négligeons notre santé physique en ne dormant pas assez ou en ne faisant pas d'exercice. Nous ignorons nos besoins émotionnels en ne traitant pas nos sentiments et nos émotions. Et nous négligeons notre bien-être mental en ne nous donnant pas de pause par rapport au flux constant de pensées et de préoccupations. Mais, mes amis, je suis là pour vous dire que l'auto-soin n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la clé pour libérer tout notre potentiel et atteindre le succès dans tous les aspects de notre vie. Quand nous prenons soin de nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis et aux obstacles qui se présentent à nous. Nous avons plus d'énergie, de concentration et de résilience pour surmonter les revers et continuer à avancer. Maintenant, parlons de la compassion envers soi-même. La compassion envers soi-même est la pratique de se traiter avec gentillesse, compréhension et pardon. Il s'agit d'être notre meilleur ami et allié, plutôt que notre pire critique. Cela signifie reconnaître nos imperfections et nos erreurs mais ne pas nous en vouloir pour autant. Cela signifie nous donner le même amour et la même compassion que nous donnerions à un cher ami ou à un membre de notre famille. Beaucoup d'entre nous avons un critique intérieur sévère qui nous dit constamment que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intelligents, ou pas assez capables. Cette autodépréciation peut être préjudiciable à notre estime de soi et à notre confiance. Cela peut nous retenir de réaliser tout notre potentiel. Mais avec la compassion envers soi-même, nous pouvons faire taire ce critique intérieur et le remplacer par une voix aimable et supportive. Nous pouvons apprendre à être doux avec nous-mêmes et à accepter que nous sommes humains et que nous commettrons des erreurs. Mais ces erreurs ne nous définissent pas, et elles n'entament pas notre valeur. Alors, mes amis, comment pratiquons-nous l'auto-soin et la compassion envers nous-mêmes dans notre vie quotidienne? Cela commence par de petites actions intentionnelles. Cela signifie faire des pauses quand nous en avons besoin, dire non aux choses qui nous épuisent, et prendre le temps pour des activités qui nous apportent de la joie et de la détente. Cela signifie fixer des limites avec les autres et avec nous-mêmes et ne pas se sentir coupable à ce sujet. Cela signifie aussi être attentif à nos pensées et remplacer la critique intérieure négative par des affirmations positives. Prendre soin de soi et faire preuve de compassion envers soi-même implique également de prendre soin de notre santé physique. Cela signifie dormir suffisamment, manger des aliments nutritifs et faire régulièrement de l'exercice. Lorsque nous donnons la priorité à notre bien-être physique, nous avons plus d'énergie et de vitalité pour aborder nos objectifs et nos rêves. Mais surtout, l'auto-soin et la compassion envers soi-même signifient être gentil avec nous-mêmes. Surtout en cas d'échec ou de revers. Au lieu de nous blâmer pour nos erreurs, nous pouvons pratiquer la compassion envers nous-mêmes en reconnaissant nos efforts et en nous encourageant. Nous pouvons nous rappeler que l'échec est une partie naturelle du chemin vers le succès et qu'il ne définit pas qui nous sommes. Ce qui nous amène au numéro 4,
qui est d'arrêter de saboter votre propre succès en assumant la responsabilité de vos actions. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que prendre ces responsabilités a à voir avec le succès? Eh bien, mes amis, laissez-moi vous dire, cela a tout à voir avec cela. Le succès ne concerne pas seulement la réalisation de vos objectifs ou l'atteinte d'un certain niveau de richesse ou de statut. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même et de vivre une vie de dessein et d'accomplissement. Et la seule façon de vraiment y parvenir est de prendre la responsabilité de vos actions. Alors, que signifie prendre la responsabilité de ses actions? Cela signifie reconnaître ses erreurs, admettre ses lacunes et être responsable des choix que l'on fait. Cela signifie ne pas blâmer les autres pour ses échecs ou s'attendre à ce que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes. Cela signifie être maître de sa vie et comprendre que vous avez le pouvoir de créer votre propre succès. Je sais que prendre ses responsabilités n'est pas toujours facile. Cela demande du courage et de l'humilité. Cela signifie affronter ses peurs et admettre quand on a tort. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, les récompenses en valent la peine. Lorsque vous prenez la responsabilité de vos actions, vous acquérez un sentiment de contrôle sur votre vie. Vous devenez le maître de votre propre destin. Plutôt que passager. Et cela, mes amis, c'est la vraie liberté. Vous voyez, beaucoup de gens traversent la vie en jouant à la faute. Ils blâment leurs circonstances, leur éducation, leur patron, leur conjoint, n'importe qui et n'importe quoi sauf eux-mêmes. Mais voici la vérité, blâmer les autres ne mènera jamais au succès. Cela ne fera que vous retenir et vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Alors, je vous exhorte à arrêter de jouer à la faute et à commencer à assumer la responsabilité de vos actions. Maintenant, je comprends que certains d'entre vous pourraient penser, mais Jim, et si mes circonstances sont vraiment hors de mon contrôle? Ma réponse à cela est, vous ne pouvez peut-être pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler votre réaction à cela. Vous pouvez choisir de laisser vos circonstances vous battre. Ou vous pouvez choisir de les surmonter et de les utiliser comme carburant pour vous propulser vers le succès. Le choix vous appartient. Assumer la responsabilité signifie aussi être proactif. Cela signifie ne pas attendre que quelqu'un d'autre résolve vos problèmes ou que l'occasion parfaite se présente à votre porte. Cela signifie prendre des mesures et faire en sorte que les choses se produisent pour vous-même. Comme dit le dicton, si vous voulez que quelque chose soit fait, faites-le vous-même. Alors, arrêtez d'attendre le moment parfait et commencez à le créer. Un autre aspect important de la prise de responsabilité est d'apprendre de ses erreurs. Nous faisons tous des erreurs, c'est une partie de la vie. Mais ce qui distingue les individus réussis du reste, c'est leur capacité à apprendre de leurs erreurs et à les utiliser comme des marches vers le succès. Alors, n'ayez pas peur d'échouer. Acceptez vos échecs, apprenez d'eux et utilisez-les pour grandir et vous améliorer. De plus, assumer la responsabilité signifie aussi avoir une attitude positive. Cela signifie ne pas s'attarder sur le passé ou s'inquiéter pour l'avenir. Cela signifie se concentrer sur le présent et tirer le meilleur parti de chaque situation. Une attitude positive est un outil puissant qui peut vous aider à surmonter n'importe quel obstacle et à atteindre vos objectifs. Alors, choisissez de voir le bon côté de chaque situation et regardez comment cela transforme votre vie. Ce qui nous amène au numéro 3, qui est d'arrêter de saboter votre propre succès en vous entourant de personnes positives et soutenantes. Maintenant, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir aux personnes dans votre vie. Sont-elles positives et soutenantes? Vous encouragent-elles à poursuivre vos rêves et à viser les étoiles? Ou vous dépriment-elles et vous font-elles douter de vous-même? Vous voyez, mes amis, les personnes avec lesquelles vous vous entourez peuvent être soit votre plus grand atout, soit votre plus gros handicap. Elles peuvent vous soutenir ou vous abattre. Et c'est à vous de choisir avec qui vous voulez vous entourer. Comme le dit le dicton, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Donc, si vous voulez réussir, vous devez vous entourer de personnes réussies et positives. Je sais que ce n'est pas toujours facile de se séparer des personnes négatives et non soutenantes de notre vie. Elles peuvent être des membres de notre famille, des amis ou même des collègues. Mais parfois, nous devons prendre des décisions difficiles pour notre bien-être et notre réussite. Comme le grand Jim Rohn l'a dit un jour. Vous ne pouvez pas traîner avec des gens négatifs et espérer vivre une vie positive. Il est donc temps d'évaluer les personnes dans votre vie et de faire les changements nécessaires. S'entourer de personnes positives et soutenantes ne consiste pas seulement à avoir une équipe de supporters. Il s'agit d'avoir un réseau de personnes qui vous défieront, vous inspireront et vous tiendront responsable.
Ces personnes vous pousseront à être la meilleure version de vous-même et ne vous laisseront pas vous contenter de la médiocrité. Mais comment trouver ces personnes positives et soutenantes? Eh bien, cela commence par être une personne positive et soutenante vous-même. Vous attirez ce que vous émettez dans le monde. Donc, si vous voulez vous entourer de personnes positives et soutenantes, vous devez en être une vous-même. Soyez gentil, encouragez et soyez une source de positivité pour les autres. Cela attirera non seulement des personnes similaires dans votre vie, mais vous rendra également meilleur. Une autre façon de trouver des personnes positives et soutenantes est de rejoindre des groupes ou des communautés qui correspondent à vos objectifs et à vos valeurs. Il peut s'agir de groupes de réseautage, de groupes de réflexion ou même de communautés en ligne. S'entourer de personnes ayant des objectifs et des valeurs similaires aux vôtres vous fournira non seulement un système de soutien, mais vous donnera également l'occasion d'apprendre et de grandir ensemble. Enfin, n'ayez pas peur de mettre fin aux relations toxiques. Aussi difficile que cela puisse être, parfois nous devons nous éloigner des personnes qui apportent de la négativité dans nos vies. Cela ne signifie pas que vous devez les couper complètement, mais il est important de fixer des limites et de limiter vos interactions avec elles. Rappelez-vous, votre bien-être mental et émotionnel est aussi important que votre santé physique. Ce qui nous amène au numéro 2, qui est d'arrêter de saboter votre propre succès en fixant des objectifs réalistes. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est la deuxième façon. Ne devrait-ce pas être la première? Eh bien, laissez-moi vous dire ceci, mes amis, sans fixer d'objectifs réalistes, vous n'arriverez jamais au point de saboter votre propre succès. Fixer des objectifs réalistes est la base de tout voyage réussi. C'est la feuille de route qui vous guidera vers vos rêves et aspirations. Mais que signifie exactement fixer des objectifs réalistes? Tout d'abord et avant tout, cela signifie être honnête avec soi-même. Cela signifie comprendre ses forces et ses faiblesses, ses limites et son potentiel. Cela signifie fixer des objectifs réalisables et à portée de main. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devriez vous limiter ou viser la médiocrité. Non, mes amis, cela signifie simplement que vous devriez fixer des objectifs stimulants mais atteignables. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que vous voulez démarrer votre propre entreprise. Votre objectif ultime est de devenir millionnaire dans les 5 prochaines années. Maintenant, c'est un excellent objectif à avoir, mais est-ce réaliste? Pouvez-vous réaliser réalistement $1 million en seulement 5 ans? Peut-être, mais cela nécessitera beaucoup de travail acharné, de dévouement et un peu de chance. Alors, pourquoi ne pas plutôt fixer un objectif plus réalisable, comme gagner $100 000 la première année de votre entreprise? Cet objectif est toujours stimulant, mais il est aussi plus réaliste et atteignable. Et une fois cet objectif atteint, vous pouvez vous fixer des objectifs encore plus ambitieux pour les années suivantes. Un autre aspect important de la définition d'objectifs réalistes est de les rendre spécifiques et mesurables. Au lieu de dire « je veux perdre du poids », fixez un objectif précis tel que « je veux perdre 20 livres dans les 6 prochains mois ». De cette façon, vous avez une cible claire à atteindre, et vous pouvez suivre vos progrès tout au long du chemin. Et n'oubliez pas, mes amis, le progrès est la clé du succès. Tant que vous avancez, même si ce n'est qu'un petit pas à la fois, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, je veux aborder une idée fausse courante sur la définition d'objectifs réalistes. Beaucoup de gens pensent que fixer des objectifs réalistes signifie jouer la sécurité et se contenter de moins. Mais laissez-moi vous dire ceci, mes amis, fixer des objectifs réalistes ne signifie pas se contenter de moins. Cela signifie simplement être intelligent et stratégique concernant vos objectifs. Cela signifie se mettre en position de succès plutôt que d'échec. Et laissez-moi vous poser cette question, préféreriez-vous atteindre des objectifs plus petits et vous sentir accompli, ou fixer des objectifs irréalistes et vous sentir constamment déçu et découragé? Fixer des objectifs réalistes signifie également être adaptable. La vie est imprévisible, et les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos objectifs. Au contraire, soyez ouverts à ajuster vos objectifs lorsque c'est nécessaire. Si vous rencontrez un obstacle ou un revers, n'ayez pas peur de réévaluer et de faire des changements. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de la destination, mais du voyage. Et parfois, le voyage peut prendre un chemin différent de celui que nous avions initialement prévu. Maintenant, je veux partager avec vous une citation puissante de mon mentor, Earl Schoff. Il a dit, « Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez que vous soyez meilleur. » Cette citation résume parfaitement l'essence de la définition d'objectifs réalistes.
Il ne s'agit pas de prendre le chemin le plus facile, il s'agit de s'améliorer continuellement et de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Et quand nous faisons cela, nous pouvons accomplir tout ce que nous avons décidé de faire. Mes amis, fixer des objectifs réalistes est la clé pour libérer tout votre potentiel. C'est le pont qui vous mènera de là où vous êtes à là où vous voulez être. Donc, je vous exhorte, ne sabotez pas votre propre succès en fixant des objectifs irréalistes. Au lieu de cela, soyez honnête avec vous-même. Fixez des objectifs spécifiques et mesurables, et soyez adaptables. Et surtout, ne cessez jamais de chercher à devenir meilleur. Rappelez-vous, les seules limites que nous avons sont celles que nous nous fixons. Ce qui nous amène au numéro 1, qui est d'arrêter de saboter votre propre succès en identifiant et en remettant en question les schémas de pensée négatifs. La première étape vers la réussite est de prendre conscience de nos pensées. Nous devons prêter attention aux voix dans notre tête et remettre en question leur validité. Juste parce que nous pensons quelque chose ne signifie pas que c'est vrai. Par exemple, si vous avez pour objectif de démarrer votre propre entreprise mais que votre esprit vous dit constamment que vous n'avez pas ce qu'il faut, que vous allez échouer, ou que c'est trop risqué, vous devez remettre en question ces pensées. Demandez-vous, d'où viennent ces pensées? Sont-elles basées sur des faits ou simplement sur la peur? M'aident-elles ou me retiennent-elles? Les schémas de pensée négatifs découlent souvent de nos expériences passées, de notre éducation, ou des opinions des autres. Mais la bonne nouvelle est que nous avons le pouvoir de les changer. Nous pouvons choisir de laisser tomber ces croyances limitantes et de les remplacer par des pensées inspirantes. La prochaine étape est de remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Au lieu de dire « je ne peux pas le faire », dites « je suis capable et je trouverai un moyen ». Au lieu de dire « je ne suis pas assez intelligent », dites « je suis constamment en train d'apprendre et de grandir ». Ces changements peuvent sembler minimes, mais ils peuvent faire une énorme différence dans la façon dont nous abordons nos objectifs et finalement nos résultats. Il est également important de nous entourer d'influences positives. Les personnes avec qui nous passons du temps et le contenu que nous consommons peuvent avoir un impact significatif sur nos pensées et nos croyances. Choisissez de passer du temps avec des personnes qui vous élèvent et vous inspirent, et consommez du contenu qui vous motive et vous éduque. Rappelez-vous, vous devenez la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Alors choisissez judicieusement. Un autre moyen puissant de remettre en question les schémas de pensée négatifs est de pratiquer la gratitude. Lorsque nous nous concentrons sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous changeons notre état d'esprit de manque à abondance. Nous commençons à voir le bien dans nos vies et à apprécier ce que nous avons plutôt que de nous concentrer constamment sur ce que nous n'avons pas. La gratitude nous aide également à maintenir une attitude positive et attire plus de positivité dans nos vies. Mais soyons réalistes, changer nos schémas de pensée n'est pas une tâche facile. Cela prend du temps et des efforts, et nous rencontrerons des revers en chemin. C'est pourquoi il est important d'être patient et gentil avec nous-mêmes. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas définis par nos pensées et que nous avons le pouvoir de les changer. C'est comme construire un muscle, plus nous pratiquons, plus nous devenons forts. De plus, nous devons être attentifs au langage que nous utilisons, tant dans nos pensées que dans nos paroles. Nos mots ont du pouvoir, et ils peuvent soit nous élever soit nous abattre. Alors au lieu de dire « je suis un échec », dites « j'ai échoué dans cette tâche particulière, mais je ne suis pas un échec ». Le petit changement de langage peut faire une grande différence dans la façon dont nous nous percevons. Et nos capacités. Enfin, il est important de se rappeler que le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Nous rencontrerons des défis et des échecs, mais ceux-ci ne sont que des opportunités de croissance et d'apprentissage. C'est comment nous répondons à ces défis qui déterminera notre succès. Alors au lieu de laisser des pensées négatives nous retenir, utilisons-les comme carburant pour nous propulser en avant. Rappelez-vous, nos pensées ne sont pas des faits, et nous avons le pouvoir de les changer. Choisissons de penser positivement, entourons-nous de positivité, pratiquons la gratitude, et soyons patients et gentils avec nous-mêmes. Et surtout, agissons vers nos objectifs et nos rêves, car c'est le seul moyen de les transformer en réalité. Merci de m'avoir écouté, et je vous souhaite à tous le meilleur dans votre parcours vers le succès. Comme je le dis toujours, le succès ne se poursuit pas, il est attiré par la personne que vous devenez. Alors devenons la meilleure version de nous-mêmes et attirons le succès que nous méritons. Je définis le leadership comme le défi de s'élever au-dessus de la médiocrité, d'embrasser de nouveaux défis et opportunités. On dit que, alors qu'Abraham Lincoln se tenait au chevet de sa mère mourante, ces derniers mots l'ont exhorté à « être quelqu'un », AB. Si cette anecdote est vraie, Lincoln l'a manifestement pris à cœur, se propulsant vers la grandeur dès ce moment.
Dans le domaine du leadership, attirer des individus de haut calibre dépend de son propre engagement envers l'excellence. Le leadership est la capacité d'attirer les autres vers les talents, compétences et opportunités que l'on présente, que ce soit en tant que propriétaire d'entreprise, manager ou parent. Je considère le leadership comme le défi ultime de la vie, se manifestant dans divers domaines tels que la science, la politique, l'industrie, l'éducation et les ventes. Et voici un défi de taille, l'un des plus grands, la parentalité. Le défi suprême du leadership est la parentalité, non seulement préparer nos commerciaux et collègues d'affaires pour le XXIe siècle, mais aussi préparer nos enfants pour celui-ci. Maintenant, ce qui est crucial dans le leadership, c'est le raffinement. Tout leadership exceptionnel se raffine continuellement jusqu'à atteindre le raffinement et l'efficacité. Voici quelques raffinements, apprenez à être fort mais pas grossier. Ce raffinement implique des étapes supplémentaires pour devenir un leader puissant, capable et ayant une grande influence. Certaines personnes confondent la grossièreté avec la force, cependant, ce n'est pas un substitut approprié. Ensuite, soyez aimable mais pas faible. Nous ne devons pas confondre la gentillesse avec la faiblesse. La gentillesse est une forme de force. Nous devons être assez aimables pour dire la vérité aux autres, assez prévenants pour être francs et nous abstenir de nous complaire dans des illusions. De plus, apprenez à être audacieux mais pas tyrannique. Gagner la journée et poursuivre des ambitions nécessite de l'audace. Vous devez être prêt à affronter les défis de front. Bien que l'agriculture ne soit pas une tâche facile. Pour récolter, il faut être audacieux et saisir les opportunités. Ensuite, soyez humble mais pas timide. La timidité ne vous mènera pas à la grande vie. L'humilité, en revanche, est une vertu, une reconnaissance de l'immensité de l'univers et de notre place en son sein. L'humilité reconnaît l'unicité de l'expérience humaine. Voici un autre raffinement, soyez fiers mais pas arrogants. La fierté est nécessaire pour la réalisation. La communauté et l'accomplissement. Cependant, il est crucial de maintenir la fierté sans tomber dans l'arrogance. Le pire type d'arrogance découle de l'ignorance, ce qui est à peine tolérable et peut être coûteux. Considérons une histoire de mise en garde, un jeune couple de jeunes mariés, portés par leur fierté, reçoit de l'argent de leurs parents pour acheter de nouveaux meubles de patio. Le jeune couple se rend au magasin et choisit l'ensemble parfait. Il se dirige vers la caisse où le caissier scannait le code UPC. En remarquant qu'il y a 4 chaises dans le conteneur mais qu'ils ne sont facturées que pour une seule, le couple le signale au caissier. Cependant, le caissier les renvoie avec arrogance, insistant sur le fait qu'il connaît son travail et a scanné le conteneur lui-même. Malgré les tentatives du couple d'expliquer l'erreur, le caissier refuse d'écouter. En fin de compte, le jeune couple parvient à acquérir 4 belles chaises de patio pour le prix d'une seule. Il semble peu probable que le caissier change son attitude arrogante lorsqu'il sera temps de réconcilier son tiroir-caisse. Probablement pas. L'arrogance ignorante est la pire. Si un gars est intelligent et arrogant, nous pouvons tolérer cela, mais si un gars est stupide et arrogant, je veux dire, c'est juste trop à supporter. Et voici le suivant, l'humour sans folie. C'est important pour un leader. L'humour, oui, mais la folie, non. En leadership, nous apprenons qu'il est acceptable d'être spirituel mais pas idiot, amusant mais pas insensé. Ensuite, traitons des réalités, traitons de la vérité. Épargnez-vous l'agonie. Acceptez-la telle qu'elle est. La vie est unique, acceptée comme unique. Certaines personnes l'appellent tragique, mais j'aimerais penser qu'elle est unique. Tout le drame de la vie est unique, fascinant. Voici quelques études sur le leadership, et je veux vous donner la liste d'abord, puis nous reviendrons sur cette liste et les examinerons une par une, opportunité, capacité, inévitabilité et rationalité. Voici la première, l'opportunité. L'opportunité signifie le printemps, être capable de reconnaître que c'est un bon moment, cela pourrait être le printemps que nous attendions, avec tous les composants pour rendre le printemps unique, comme nous le voyons à travers l'été et le récoltons en automne. Ils saisissent le moment, et c'est ce que vous devez faire avec l'opportunité, saisir le moment. Que le moment soit quelqu'un que vous voyez là et vous vous dites, je devrais me présenter et raconter mon histoire, ou au moins dire bonjour et voir si la fenêtre s'ouvrira sur une nouvelle opportunité, saisir le moment, ne pas laisser l'opportunité s'échapper. Soyez un étudiant du bon moment, soyez un étudiant de quand c'est le moment, cela pourrait être l'année, les 3 premiers mois de l'année prochaine pour préparer l'année 2000. Vous dites, je vais reconnaître cela comme une nouvelle opportunité pour moi de vraiment donner le meilleur de moi-même ces 3 premiers mois.
Je l'appelle le printemps, créer un printemps artificiel dans une société industrialisée. Il est difficile de reconnaître quand est le printemps, quand est l'été, quand est la récolte. Alors parfois, il faut en quelque sorte fabriquer un printemps. Apprenez à reconnaître l'opportunité, soyez un étudiant de l'opportunité. Ensuite vient la capacité humaine, en réfléchissant à l'histoire autant que vous en savez. Nous avons maîtrisé ce que les êtres humains ont fait au cours des 6000 dernières années, et surtout ce que les êtres humains ont fait que nous connaissons plus particulièrement au cours des 200 dernières années depuis la naissance de l'Amérique. Surtout nous, qui sommes américains, mais les derniers, disons, 1000 ans de la Renaissance, sortant avec espoir du Moyen Âge où il y a eu une explosion de liberté de pensée, d'artisanat, de génie artistique, de musique. Il semble que toutes ces architectures uniques, toutes ces choses, aient commencé à s'éveiller presque simultanément, et en quelques années seulement, tout semblait éclore comme un jardin varié appelé la Renaissance. Mais cela nous aide à comprendre que la capacité humaine est tout simplement incroyable. Donnez le bon moment, donnez la bonne opportunité, donnez le bon climat, donnez la bonne saison, les êtres humains peuvent penser, créer et faire les choses les plus extraordinaires. C'était là, mais personne ne l'a jamais reconnu. C'était là, mais personne ne leur a tendu la main en disant « Venez, nous allons vous enseigner ». Personne n'a offert l'opportunité de dire « Venez, nous allons reconnaître. Nous allons vous aider à commencer. Nous allons vous aider à construire ». N'ayant pas eu cette opportunité auparavant, et maintenant l'ayant, nous avons vu les choses les plus extraordinaires se produire avec des gens que d'autres semblaient dire n'avaient pas la capacité, mais bien sûr, ils l'avaient. Maintenant, c'est éveillé. Maintenant, voici ce que je veux que vous découvriez dans cette étude. Et c'est votre propre capacité. Une partie de celle-ci vous la découvrez en avançant, compétence par compétence, langue par langue, capacité par capacité, la vôtre peut grandir. Vous l'avez. La clé est de l'utiliser. Oui, vous pouvez apprendre à faire cela, mais qu'en est-il de ceci, et qu'en est-il de la prochaine étape, et qu'en est-il de la suivante? Ne vous arrêtez pas maintenant que vous avez commencé. Ne vous arrêtez pas dans votre parcours pour étudier, exploiter et utiliser votre propre capacité personnelle. Voici la prochaine qui est d'une importance vitale, et c'est l'étude de l'inévitabilité. En tant que leader, nous devons être des étudiants de l'inévitabilité. Qu'est-ce qui est inévitable? Voici une petite scène, à 350 pieds des chutes du Niagara, dans une petite barque sans moteur et sans rame. Nous appelons cette scène inévitable. C'est fini si vous vous trouvez dans une telle position malheureuse, c'est déjà perdu. À 300 pieds des chutes du Niagara, petite barque, pas de moteur, pas de rame, c'est fini, c'est déjà fait. Même si vous n'avez pas encore basculé dans les chutes, même si cette expérience ne s'est pas encore produite, vous êtes maintenant dans cette position malheureuse. Et cela s'appelle inévitable. Je soulève cette question parce que ce que vous ne voulez pas, c'est de vous retrouver dans ces positions inévitables où, par négligence ou autre, au lieu de vous retrouver à 300 pieds des chutes du Niagara, si quelqu'un avait peint suffisamment le bruit de la chute pour vous bien en amont, ou peut-être avait-il vu l'expérience de quelqu'un qui avait atteint ce point inévitable. Vous savez, et puis ils étaient perdus. Si suffisamment de ces scènes avaient été peintes, vous n'auriez probablement pas été si négligent de vous retrouver dans cette position. Et c'est vraiment ce que la vie est, apprendre des expériences des autres qui ont soit été témoins, soit se sont retrouvés dans ces positions inévitables ou, à cause d'erreurs et d'échecs et de négligence, ils se sont retrouvés dans cette position inévitable. Et bien sûr, c'était trop tard, ils avaient franchi la ligne. Nous devons enseigner à nos enfants qu'il y a certains points dans la vie qui sont inévitables, le désastre est inévitable, le chagrin est inévitable. Je l'ai appris en économie. J'ai découvert tôt, vous savez, que vous pouviez gagner 5 000 par mois et faire faillite. À l'époque, 5 000 par mois c'était beaucoup d'argent, et j'avais l'habitude de dire. Comment pouvez-vous faire faillite si vous gagnez 5 000 par mois? Et la réponse était simple, en dépensant 6 000. Et si vous gagnez 5 000, il est facile de dépenser ces 1000 de plus et de ne pas s'en rendre compte. Ça s'échappe simplement. Donc, il est facile de faire faillite en gagnant 5 000 par mois. Il suffit de dépenser 6 000, et c'est inévitable. Vous savez, si vous ne changez pas vos habitudes. Si vous ne le reconnaissez pas assez tôt, si personne ne vient tirer la sonnette d'alarme assez rapidement, l'inévitable arrivera, dépensez plus que vous ne gagnez. Un de mes amis dit, vous savez, si vos sorties dépassent vos revenus, votre entretien devient votre chute. Et il arrive finalement un moment où c'est inévitable. Donc, ne vous retrouvez pas là, mais soyez un étudiant.
vous savez. Si je continue dans ma direction actuelle, où cela me mènera-t-il? Si je continue ma discipline actuelle, où cela me mènera-t-il? Et mon manque de discipline accumulé sur une certaine période de temps, où cela me mènera-t-il? Vous savez, si vous ne prenez pas suffisamment de ce nutriment, c'est inévitable sur une certaine période de temps. Et cela combiné à cela, maintenant c'est vraiment inévitable. Un jour, trop tard, et à moins qu'il y ait un ajustement, quelqu'un pour raconter l'histoire, vous dites, Marie, c'est inévitable. Donc, la clé est d'être un étudiant de l'inévitabilité, pour ne pas vous retrouver dans cette position impossible où vous avez franchi la ligne, et maintenant c'est trop tard. Ensuite, et enfin, il faut être un étudiant de la rationalité. Comment être un penseur rapide? Comment saisir les problèmes et les démonter et les remonter rapidement? Comment réfléchir à quelque chose puis s'assurer que cela vous convient, que cela correspond à votre philosophie, que cela correspond à ce que vous voulez accomplir, la rationalité. Un sujet très important à étudier, apprendre à faire passer les choses par votre propre esprit. Nous allons généralement agir sur quelque chose d'important seulement si cela a du sens pour nous. Maintenant, parfois ce qui a du sens pour nous nous laisse encore un peu en deçà de ce que nous devrions savoir, vous savez, pour toute l'étendue des connaissances nécessaires pour faire beaucoup plus de choses. Mais nous ne pouvons vraiment avancer que lorsque les choses ont du sens pour nous. Parfois, nous faisons un pas de foi, mais cela a du sens pour nous d'utiliser notre petite foi, cela a du sens pour nous de tenter notre chance. Cela a du sens pour nous de faire l'investissement d'abord puis d'espérer la récolte. Mais si cela n'a pas de sens, si ce n'est pas rationnel, alors nous n'allons probablement pas agir. Nous devons apprendre à étudier notre propre rationalité, ce qui a du sens pour nous. Et puis, voici l'opportunité que nous avons, essayez au mieux de faire en sorte que cela ait du sens pour quelqu'un d'autre. Si vous faites la présentation de manière à ce que ce soit évident, c'est logique. Je peux le voir, ça a du sens pour moi. C'est ainsi que cela semble être, alors nous agirons en conséquence. Si vous devenez bon dans ce domaine, je vous le dis, vous pouvez influencer la vie de beaucoup de gens. Maintenant, voici la meilleure rationalité, nous l'appelons le bon sens. Les humains ont cette capacité extraordinaire d'utiliser leur intellect pour arriver à ce que nous appelons le bon sens. N'est-ce pas? Oui, j'ai entendu tout cela, mais le bon sens me dit que cela ressemble à une histoire exagérée, pas à une histoire réelle. Le bon sens me le dit. Une partie de cela consiste à faire confiance à votre bon sens, mais aussi à être prêt à l'élargir. Ce qui semblait être du bon sens il y a 4 ou 5 ans était un peu limité. Maintenant, je comprends que le bon sens est de le voir de cette manière et de cette manière. Donc, ce sujet de la rationalité est d'une importance vitale. Cherchez continuellement des moyens, que ce soit le style, le contenu, le produit, la présentation ou la compréhension, continuez à étudier l'artisanat pour vous assurer que vous êtes à jour non seulement dans la technologie du développement des produits. Ainsi, la responsabilité du leadership s'étend de haut en bas, et où que vous vous trouviez aujourd'hui. Moi-même dans ma position ici, ma position en tant que père. Vous devez être un père étudiant. Si vous êtes une mère, félicitations. Je vous conseille de continuer à être une mère étudiante. Comment pourriez-vous être plus efficace en tant que mère cette année par rapport à l'année dernière? Quelles nouvelles histoires pourriez-vous recueillir qui seraient précieuses lorsque vous aurez l'occasion de parler à vos enfants de certains défis ou problèmes spécifiques? Cela s'appelle être continuellement un parent étudiant, parce que nous devrions tous continuer à être des étudiants. Beaucoup d'entre vous sont déjà devenus des leaders, mais voici la clé, et c'est d'être un leader étudiant, toujours à la recherche de moyens pour rendre votre leadership plus efficace, votre communication plus dynamique, votre compréhension plus expansive, votre compassion un peu plus profonde. Votre volonté d'écouter un peu mieux, en comprenant et en transformant cela en quelque chose de précieux que vous pouvez redonner. Ce mécanisme commence maintenant à mieux fonctionner, fonctionnant mieux à mesure que chaque année passe.